D'accord. Alors on va pouvoir passer à notre deuxième thématique. Ces dernières semaines, vis-à-vis de la Syrie, il y a eu pas mal de changements, et notamment le démarrage de l'intervention russe Mhm. là-bas. Comme je le disais en introduction, vous êtes d'habitude opposé aux ingérences. Est-ce qu'on peut qualifier l'intervention russe d'ingérence? Et sinon, pourquoi? Mais d'abord, c'est quand même un principe général du droit international qu'un État a le droit d'appeler un État allié à l'aider. Par exemple, quand la France est intervenue au Mali, moi j'étais pas très chaud, mais dès le début j'ai dit, en tout cas à mes amis, que c'était différent de l'intervention en Libye, etc., parce que c'était à l'appel du gouvernement malien. Et donc, si le gouvernement malien estime devoir avoir l'aide de la France, même si on peut contester la légitimité du gouvernement, même si on peut parler de la France-Afrique, etc., du point de vue formel du droit international, ce n'est pas une violation du droit international. À ma connaissance, le gouvernement syrien demande l'aide des Russes. Alors, on peut poser la question pour le Mali comme pour la Syrie, est-ce que c'est sage pour les Russes ou les Français d'intervenir? Est-ce qu'à long terme, ça va être bon ou mauvais? Ça, j'en sais rien. Mais ce n'est pas une violation du droit international et ce n'est pas l'ingérence telle que je la condamne, c'est-à-dire de vouloir déstabiliser les gouvernements, payer des oppositions, etc., etc., comme ils ont fait en Ukraine, en Syrie, à Cuba, enfin comme ils font un peu partout, bon, au Venezuela, etc. Alors, est-ce que c'est sage ou pas? Moi, j'en sais rien, parce que je ne suis pas un expert des questions militaires, et je me méfie des experts, qui sont en général, parce que ces choses-là sont très imprévisibles. Mais ici, c'est qui tout double. D'abord, premièrement, si on regarde la situation en Syrie, un, elle est catastrophique, et deux, il y a deux camps. Il y a l'armée régulière et les djihadistes, on va dire, les terroristes, si vous voulez. Bon, mais il n'y a plus cette opposition démocratique qu'on a soi-disant inventée, ces rebelles modérés, etc. Ça, c'est clair que ça n'existe pratiquement plus. Et c'est comme ça dans toutes les guerres. Je veux dire, où étaient les nazis modérés en 1943? Où étaient les staliniens modérés en 1943? Je veux dire, il y avait une guerre totale. Et donc, on est entré dans une situation, malheureusement, de guerre totale. Moi, je le déplore, mais évidemment, la question est de savoir qui a jeté de l'huile sur le feu depuis le début. Mais bon, ça, c'est autre chose. Maintenant, on en est là. Alors, ou bien le régime finit par s'effondrer, et alors on aura encore plus de chaos, et on aura tous les alaouites, tous les chrétiens qui vont devoir fuir, plus un certain nombre de sunnites, ou bien le régime finit par l'emporter, ou il y a une partition du pays, mais pour ça, ça suppose aussi un rapport de force qui change. Donc il faut qu'il y ait un rapport de force qui change dans un sens ou l'autre. Moi, je pense que si les Russes l'emportent, c'est-à-dire s'ils arrivent à aider l'armée, alors c'est très important, comme me l'a dit un ami, il y a une grande différence entre l'intervention américaine où ils bombardent, mais on ne sait pas très bien qui ni quand, et les Russes qui le font en coordination avec l'armée syrienne. Parce que s'il y a des troupes au sol et qui bombardent en coordination avec les troupes au sol, c'est comme les Américains l'ont fait avec les rebelles en Libye, ils ont fait ça, ou ils l'ont fait en Afghanistan avec les troupes du Nord, etc., contre les talibans. Ça fait une grande différence au point de vue militaire. Alors si ils arrivent à renverser à vapeur, ça j'en sais rien s'ils le font ou pas, alors ça va tout changer, parce que les Européens vont être extrêmement reconnaissants, et les opinions publiques vont l'être, et les gouvernements vont avoir du mal à s'y opposer, très reconnaissants à la Russie et à Poutine. On voit déjà l'opinion publique française dire « Ah, mais si seulement on avait un Poutine ici qui voudrait... » Les gens veulent un Poutine ici maintenant, ils veulent un gouvernement qui est fort, qui les sauve, etc., etc. Et ce serait une excuse pour envoyer des Syriens chez eux, ceux qui seraient très populaires, qu'on le veuille ou non, ce serait très populaire. Et donc ça va tout changer dans la donne entre les États-Unis et la Syrie. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis sont très mal pris. Ils disent on s'attaque à Daesh. Les Russes disent vous vous attaquez à Daesh, mais on va venir s'attaquer aussi à Daesh. Alors soyez avec nous. Ah non, 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 nous on soutient. Et ils ne savent pas quoi dire. Et ils sont très mal pris parce que leur pusillanimité dans le combat contre Daesh, si les Russes sont efficaces, on va dire mais voilà, c'est les Russes qui avaient raison. Et de plus en plus de gens, surtout à droite, mais aussi à gauche, se rendent compte que finalement, il faut un gouvernement qui a des positions cohérentes, et les Russes ont toujours été cohérents depuis le début là-dessus. Ils ont toujours soutenu l'intégrité de la Syrie, et maintenant ils y vont. Alors, qu'est-ce que ça peut être l'inverse. Ça peut ramener des tas de djihadistes en Syrie, ça peut envoyer des djihadistes en Russie, ça peut être comme l'Afghanistan. Les Russes peuvent s'enliser en Syrie, parce qu'après tout, en Afghanistan, ils étaient aussi appelés par le gouvernement, ils avaient aussi le gouvernement avec eux. Les Américains ont suffisamment soutenu les rebelles, là, les ancêtres des talibans, mais bon, pour mettre les Russes dans l'impasse. Enfin, c'était les soviétiques à l'époque, maintenant ils sont peut-être plus efficaces, je n'en sais rien, et donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais maintenant c'est la bataille de notre temps, c'est là que se joue l'avenir du monde, parce que ou bien ils perdent, et alors évidemment ça va être, comme je dis, on aura plus de réfugiés, plus de cas, on aura plus, ou bien ils gagnent, et alors évidemment ça va changer très fort le rapport avec les États-Unis et la Russie. Est-ce que selon vous, cette intervention
est à la source du certain retournement de politique étrangère de la France vis-à-vis de la Syrie, qui était auparavant incarné par Laurent Fabius. On se souvient de ses déclarations sur Assad. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement français est un petit peu plus tempéré vis-à-vis de Bachar al-Assad. Ben oui, parce qu'ils sont très embêtés. Tu vois, ils ont soutenu, c'est clair qu'ils ont soutenu moralement, mais aussi probablement militairement, etc., on va dire l'insurrection, ou les rebelles, ou les djihadistes. Et évidemment, à partir du moment où il y a ce flot de réfugiés, ils se rendent quand même bien compte que ce n'est pas leur intérêt. Enfin, en tout cas, ces réfugiés ne sont pas accueillis majoritairement à bras ouverts. Il y a de la solidarité avec eux, etc., mais le gros de l'opinion n'est pas contente. Et donc, ça ne sait pas quoi faire. Parce que les réfugiés, il y en a combien qui vont venir? 1 million, 2 millions? Je veux dire, c'est clair que les Européens ne savent pas quoi faire. Les Européens condamnent les Hongrois, mais ils sont bien contents que les Hongrois fassent le sale boulot à leur place parce qu'ils n'ont pas envie d'en voir venir plus. Et donc, le problème des réfugiés, comme je l'ai dit dans l'autre interview, c'est que ce qui serait humain, c'est de les accueillir tous, et politiquement, c'est impossible. Donc, on est dans une situation impossible. Et donc, on s'est mis dans... Alors, quand on se rend compte de ce problème-là, il y avait des millions de réfugiés en Syrie, dans les pays limitrophes, ça, on s'en foutait. Il y a des millions de réfugiés, je rappelle toujours ça, d'Irak qui ont été en Syrie, on s'en fout, on s'en foutait, mais, et en Iran, mais maintenant, évidemment, ça vient chez nous, là, on commence à réfléchir. Et évidemment, alors, ils sont très mal pris, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils vont bombarder. Alors, le gouvernement belge, ils vont aussi aller bombarder. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bombarder qui? Comment? S'ils le font sans coordination avec l'armée syrienne, s'ils le font avec la coordination avec l'armée syrienne, dans la même situation que les Russes, et ça c'est légal, et bon, ils peuvent le faire s'ils veulent, mais ça leur demanderait d'avaler plusieurs fois leur chapeau, c'est-à-dire d'admettre qu'ils sont complètement trompés, etc. Donc ils ne peuvent pas le faire, donc ils veulent faire quelque chose pour faire quelque chose, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Simplement, une remarque par rapport à l'accueil des réfugiés. Il y a quelques jours, il y a le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, qui avait l'air quand même assez enchanté par rapport au flot de réfugiés qui allait arriver en France. Il y a quand même certains intérêts qui sont favorables à cet accueil-là. Oui, c'est ça ce qui est toujours comique, c'est qu'on a l'extrême gauche qui, au nom des droits de l'homme et de l'accueil des réfugiés, de l'antiracisme, etc., applaudit l'accueil des réfugiés, et le grand patronat, il faut reconnaître qu'il y a une alliance objective entre les deux. Alors l'extrême gauche nous dit que c'est anticapitaliste, mais pourquoi les capitalistes sont tellement pauvres? Alors ils sont pauvres parce qu'ils ont une main-d'œuvre bon marché. Le fait que le sort des réfugiés soit tragique n'empêche qu'il y a aussi une réalité que, effectivement, si le marché du travail est un marché, et si je vais à un marché, j'étais ce matin à un marché, si je débarque dans ce marché avec des tonnes de tomates que je vends à moitié prix, ce sera une mauvaise chose pour les gens qui vendent des tomates sur ce marché. Et le marché du travail, c'est la même chose. Si les gens viennent et disent, écoutez, moi je crève de faim, je suis prêt à travailler n'importe comment, à vivre dans un appartement. Je me souviens du dessin de Plantu. Oui, c'est ça. Avec les réfugiés, Plantu, oui, c'est ça. Les réfugiés veulent bien travailler le dimanche, évidemment, ils veulent bien. Il y a des millions de gens, il y a des centaines de millions de gens dans le monde qui travaillent le dimanche, qui travaillent tous les jours, qui travaillent dans la rue, qui vendent des. Si on va dans n'importe quelle grande ville du tiers-monde, vous avez des échoppes de gens qui vendent, je ne sais pas, des petits objets, des petits trucs jusque tard dans la nuit, etc. Tous ces gens-là, si on leur dit, mais écoutez, vous pouvez travailler ici dans des conditions, vous êtes payés, salariés, avec des congés payés, évidemment, ils vont accepter ces travaux s'ils sont compétents pour les faire. Donc c'est tragique, mais c'est une réalité aussi qu'on ne peut pas ignorer. Donc c'est très hypocrite pour les couches dominantes qui font la morale au peuple, de dire, soyez solidaires, soyez généreux, tu vois. Et puis eux ne le sont pas avec leurs revenus, parce qu'ils font tout pour garder leurs revenus. Et puis les types, ils travaillent comme caissières, je sais pas, à Carrefour. Tu vois, ils peuvent très bien être remplacés par quelqu'un d'autre et ils sont payés des ronds de carottes. Alors, relativement à nos normes à nous, bien sûr, comparé au tiers-monde, ils sont bien payés. On va pouvoir passer à la troisième thématique de cet entretien. Et notamment sur la déclaration de Éric Cantona, qui a pris la défense de Dieudonné sur un plateau télé. On l'interrogeait sur la liberté d'expression, les humoristes, et la présentatrice lui disait... il disait, voilà, aujourd'hui il faut beaucoup de courage pour parler librement. Et la présentatrice lui dit, vous parlez de Charlie Hebdo? Non, il m'a bien fait rire. Hebdo. Ça, je dois dire, c'était difficile de me faire plus rire que de voir quelqu'un qui répond avec Dieudonné quand on essaie de le faire adorer Charlie Hebdo. Mais évidemment, on peut dire qu'il y avait du courage, le courage, c'était mérité, ou de la, comment dirais-je, une perte totale de sens des réalités de la part de Charlie Hebdo, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est différent. Il y a une différence entre la nationalisation et le vol. Il y a une différence entre
l'assassinat dans un cas et la censure étatique, c'est-à-dire l'assassinat c'est illégal, les types qui ont fait des assassinats sont morts, etc. La censure étatique c'est autre chose, c'est un autre problème. Et donc effectivement, je pense qu'il a tout à fait raison qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour faire ce qu'a fait Dieudonné, c'est-à-dire de résister, de ne jamais céder. Le premier, pour moi, c'est le premier qui n'a pas cédé. Je veux dire, l'abbé Pierre a été attaqué parce qu'il avait dit un mot de gentil sur Garaudy, il a été traîné dans la boue, il a été s'excuser. Encore une fois, Chirac a dit si l'Iran a une arme atomique, elle ne fera pas 200 mètres en l'air avant que le pays ne soit détruit, donc ils ne vont jamais l'utiliser en premier. Il s'est fait traîner dans la boue, etc. Les autorités les plus importantes de l'État, enfin, des gens moralement ou tu vois, se sont écrasés. Et donc, c'est vrai que Dieudonné, il a résisté. Moi, je reconnais ça. Après, on peut aimer ou pas ce qu'il fait, mais il faut reconnaître qu'il fallait bien que quelqu'un résiste, et je lui trouve beaucoup de courage, et Cantona aussi. Bon, maintenant, comme j'ai dit sur Facebook, heureusement que sa carrière est faite à Cantona, parce que je ne conseille pas à un jeune doctorant de dire ce genre de choses dans certains endroits, quoi. Mais oui, mais Cantona est connu comme... Moi, comme je ne suis pas très sport, je ne peux pas dire que je suis tout ce que dit Cantona, mais je veux dire, il donne l'impression d'être un type qui a, comme on dit, une grande gueule, c'est-à-dire il dit ce qu'il pense, et donc là, il a dit ce qu'il pense, et la tête d'un journaliste, c'était assez amusant à voir, quoi. Voilà, on sent les chroniqueurs assez décontenancés, et ce qu'on va lui répondre, c'est oui, mais ce que dit Dieudonné, ça relève du délit. Ouais, mais voilà, et Cantona, il dit mais qui fait la loi? C'est pas seulement qui fait la loi, c'est aussi sur quelle base sont faites les lois. Tu vois, moi, je ne suis pas d'accord. Je vois, par exemple, je parlais il y a quelques jours avec une amie belge qui est dans une plateforme de solidarité avec la Palestine à Charleroi, une ville en Belgique. Hein. Ben, ils ont été poursuivis pour incitation à la haine raciale parce qu'ils sont venus avec un drapeau palestinien ou des trucs comme ça dans une manifestation. Enfin, où ça a été interdit au nom des lois de lutte contre la haine raciale. Alors eux, ils sont scandalisés, moi aussi. Mais le problème, c'est que la haine, c'est quoi, hein? Je veux dire, quelle est la définition? Tu vois? Je veux dire, si tu dis Israël, c'est l'État juif, si tu dis 95% des juifs, comme dit Finkielkraut, soutiennent Israël, alors tu peux passer facilement à dire, voilà, l'hostilité à Israël, et c'est ce que beaucoup de gens disent, c'est de la haine raciale. Ils essayent de faire interdire BDS, ils essayent de s'attaquer à Euro-Palestine, enfin, ils font ça tout le temps avec ces lois, tu vois. Moi, je dis les lois mal faites, c'est-à-dire vagues, qui ne déterminent pas un crime bien précis, d'accord? Hein, je te vole ton portefeuille, ça c'est assez précis. Tu incites à la haine, tu dis des paroles qui incitent à la haine, comme disait Robespierre, l'un le voit dans l'intention, l'autre dans la phrase, etc. Tout ça, c'est complètement arbitraire, et je pense que on reste sur comment dirais-je, sur ce problème-là, et alors évidemment, ça permet tous les abus. Et je pense que c'est pas tellement qui fait les lois, mais sur quelle base sont-elles faites, c'est plutôt ça la question que je poserais. Mais Cantona, oui, il m'a fait une bonne impression, moi, comme je dis, je ne le connais pas très bien, donc il m'a fait rire, quoi. Alors on va pouvoir aborder la dernière thématique de l'entretien, un passage télé qui a fait le buzz, comme on dit, sur Internet. C'est la présence d'Onfray sur le plateau de Ruquier, dont on n'est pas couché, ouais. Qui a fait face aux attaques de Yann Moix et Léa Salamé. Alors je suppose que vous avez regardé ceci avec un œil critique, comme toujours. Quelles remarques vous noteriez sur cette prestation de Michel Onfray? Bon, il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne sais pas comment organiser ça, mais disons, je dois dire, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce qu'effectivement, je trouvais le débat d'assez bas niveau. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis content qu'Onfray réagisse, mais quand Onfray dit à Moix, ne vous essayez pas à la penser, c'est pas pour vous, ça c'est une pure phrase rhétorique et c'est des choses que je déteste. C'est-à-dire, ce que je déteste dans une bonne partie de l'intelligentsia française, c'est cette primauté de la rhétorique sur le fond. D'accord? C'est pas un argument de dire ça. Il y aurait beaucoup d'arguments contre Moix, mais ça, c'en est pas un. Donc, je n'aime pas ces joutes verbales et où tout le monde, c'est un truc, un combat de coq. Ah, il a gagné, c'est la cour de récréation, ah, il a gagné. Bon. J'aime pas beaucoup ça, mais je suis content qu'ici on ferait gagner, mais je n'aime pas la méthode, si vous voulez. D'accord? Alors effectivement, c'est vrai qu'on a et particulièrement la crise des réfugiés, où Onfray dit, ouais, là, les gens ont quand même le droit d'être inquiets, de se demander ce qui se passe, etc. On voit que, et ça c'est assez intéressant de voir que ces gens-là qu'on ne peut sûrement pas qualifier d'être de gauche,
qui sont dans le discours dominant tiennent le même discours que l'extrême gauche et stigmatisent des gens qui disent simplement oui mais ces réfugiés qu'est-ce qu'on va en faire, combien ils vont en venir, etc. etc. Ce que Onfray n'a peut-être pas même vraiment dit, il a dit il est pour l'accueil mais il faut des conditions, les conditions ne sont pas remplies, etc. Et donc c'est vraiment, on voit vraiment cette espèce de police de la pensée qui vous coince et qui essaie de prendre la moindre phrase. Par exemple, prenons l'image de cet enfant mort à 3 ans, etc. Alors, bon, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais bon, hein, il y a la question de savoir si l'image est manipulée. Alors, il y a 2 sens qu'on peut donner au mot. L'un, c'est l'image vraiment est truquée comme image, et l'autre, c'est que le fait... possible. Oui, mais bon, peut-être que oui, tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est que cette image est retrouvée partout, alors qu'il y a des enfants qui sont morts dans toutes les guerres, il y en a qui ont été tués à Gaza. Enfin, je veux dire, on préfère des motifs avec tout. Et on le fait avec ces gens-là, alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on le fait. Peut-être c'est simplement un hasard. Moi, je n'ai même pas de conspiration là-dessus, mais on peut se poser la question, ça n'est pas illégitime, c'est totalement arbitraire de prendre cette image-là et de la mettre en avant plutôt qu'une autre aussi horrible qu'on aurait pu sortir de Syrie depuis je ne sais combien de temps. Donc, c'est dans ce sens-là où je pense qu'Onfray avait beaucoup de... là, il avait beaucoup de bonnes raisons. Maintenant, Onfray en général, bon, je pense qu'il évolue sur des positions plus politiques, mais disons qu'en général, je trouve qu'il représente une forme d'anarchisme individualiste auquel moi je ne m'identifie pas. Moi je suis, dans la mesure où je suis d'accord avec l'anarchisme, c'est un anarchisme de type socialiste ou collectif, pas individualiste. Et il ne faut pas oublier que l'anarchisme au XIXe siècle était anticapitaliste avant tout. Mais comme Marx, comme les marxistes, et comme la plupart des socialistes, ils pensaient que l'évolution des sociétés allait mener vers la révolution prolétarienne, qui ne s'est jamais produite, parce que ce qui s'est passé en Russie, en Chine, c'est encore autre chose. Mais il avait l'impression que les contradictions du capitalisme allaient mener à la révolution prolétarienne, et la question qui opposait les marxistes et les anarchistes, c'est après la révolution, est-ce qu'on garde l'État ou on l'abolit? C'était ça la question. Mais la question n'a pas de sens aujourd'hui, puisque la révolution qui prévoyait n'a pas eu lieu. Donc on a une situation tout à fait différente. Et maintenant, beaucoup d'anarchistes, surtout ceux qu'on pourrait appeler des anarchistes issus de 68, sont contre l'État, mais de façon unilatérale, c'est-à-dire sans être contre le capitalisme, ou bien ils murmurent qu'ils sont contre le capitalisme, mais ils n'expliquent jamais comment ils vont faire pour s'y opposer. Or, d'une certaine façon, l'État-providence, en tout cas cet aspect-là de l'État, la réglementation de certaines choses, etc., est une protection contre le capitalisme. Ce que Chomsky, par exemple, qui est aussi un anarchiste d'une certaine façon, dit tout le temps. Il dit qu'il faut étendre les barreaux de la cage, c'est-à-dire, en dehors de la cage, on est dans la cage de l'État, en dehors de la cage, il y a des fauves, et les fauves vont nous bouffer si on retire la cage, et donc il faut étendre les barreaux de la cage, mais pas retirer les barreaux de la cage. Une très bonne métaphore. Et ça, c'est un truc qui est presque impossible à faire comprendre, et je pense que Onfray était un peu sur cette position d'anarchiste individualiste, et alors il était contre Chavez, il reprochait à Mélenchon de soutenir Chavez, contre Cuba, enfin il avait des positions avec en plus des fantasmes totalitaires qui ne sont pas de notre temps, bon ça existait dans le temps, mais ce n'est pas la situation aujourd'hui. Enfin, antitotalitaire. Et donc, je pense... Mais maintenant, on voit qu'il se pose des questions avec justement la question de la souveraineté de la France, etc. Il se rend compte de ce qui est perdu dans cet anti-étatisme généralisé, qui est unilatéral, comme je dis, d'accord? Et qui, en plus, n'a plus aucun sens, parce que le débat, savoir qu'est-ce qu'on fait après la révolution prolétarienne, ben rien, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Là, et c'est pas ça la question aujourd'hui. Un mot peut-être sur Moix. Ah oui, Moix, oui, celui-là. On se souvient, l'agence Infolibre avec Where Change Paris était allé au Salon du Livre lui poser une petite question sur sa préface du livre de Paul-Éric Blanc-Rue, Anthologie des propos... Oui, Le monde contre soi, oui. Voilà, Anthologie des propos sur les Juifs, le sionisme, etc. Donc il l'avait préfacé et on l'avait vu d'étaler comme un lapin. Est-ce qu'un jour ou l'autre, cette polémique risque pas de lui revenir en pleine figure et lui coûter sa carrière? Mais ça, c'est un truc... D'abord, il y a quelque chose que... Bon, alors, Moix, allons-y sur Moix. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, bon. Mais je sais qu'il a fait une préface au livre. Donc, il faut préciser ce que c'est que ce livre de Paul-Éric Blanc-Rue. Paul-Éric Blanc-Rue a collectionné 500 propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme. Et il y en a qui sont carrément antisémites, d'autres sont anti-sionistes, etc. Bon. Et il les a fait sans commentaire. C'est boum, comme ça, sans rien. Bon, après, Alors, il a été invité au salon du Mlaï Brit pour ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui montre que tout le monde déteste les Juifs, donc ça montre que tout le monde a tort. Mais si vous êtes antisémite, vous dites ça montre que tout le monde est juif, ça montre que les Juifs ont tort. Déteste les Juifs, ça montre que les Juifs ont tort. Donc il peut être lu dans tous les sens. Et Yann Moix a fait une préface à ce livre, très évidemment philosémite, mais
Donc il peut être interprété, parce que justement, vu qu'il n'y a pas de ligne directrice, on peut l'interpréter comme on veut. Mais il l'a fait. Ce que je trouve extraordinaire avec ce livre, c'est qu'il a été publié aux éditions Blanches avec la préface de Moix, et puis il a été réédité sans cette préface par Contre-Culture, donc la maison d'édition d'Alain Soral et d'Égalité et Réconciliation. Et quand il a été publié par Soral, il a été interdit par un tribunal l'a poursuivi pour incitation à la haine. Mais il ne l'a pas fait pour Blanche. Donc c'est un peu absurde. Le même livre ne peut pas avoir un contenu différent suivant l'éditeur. Bien que le même livre, comme je viens de le lire, peut être lu de façon différente. On peut le lire comme antisémite ou philosémite. Ça c'est ça l'ambiguïté du livre. Mais alors, le fait que Moix ne veut plus entendre parler de ses relations avec Blanc-Rue, dont Blanc-Rue s'est expliqué là-dessus, moi je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je n'aime pas chez Moix, c'est qu'alors il travaille à la règle du jeu, il a attaqué, j'ai plus l'article en tête, les cinémas Utopia pour un film pro-palestinien ou conseil comme tel, de façon tout à fait odieuse, c'est tout le temps nazi et tout le bazar. Je veux dire, ça commence à bien faire, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un type qui a comme eu des fréquentations, des amitiés entre guillemets douteuses. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on ait des amitiés avec Blanc-Rue, avec qui que ce soit d'autre. Moi, je ne suis pas dans ce style-là, mais dans la police de la pensée, Blanc-Rue est infréquentable. Il a fait le film sur Forisson, etc. Donc, il est une grande personne. Bon. Et il a eu des relations avec lui. Et alors, après, ce genre de gens fait de la surenchère. D'accord ? C'est le curé qui dit, qui tonne contre les péchés de la chair pendant la messe, et puis le soir, il va voir les putes, quoi. Je veux dire, il y a des photos de lui avec Dieudonné, je veux dire, il y a des trucs qui sont assez intéressants, enfin, qui montrent qu'alors, ces gens-là, on est obligé d'en rajouter en tapant sur les Palestiniens, en tapant sur les pro-palestiniens, etc. Et ça, je trouve ça odieux. Et je trouve que ça corrompt la vie intellectuelle française, ce genre de truc. Parce que ça force les gens à tenir des doubles discours, à ne pas dire ce qu'ils pensent, etc. Et à jouer alors ce genre de jeu qu'il a essayé de jouer face à Onfray, où il a perdu, mais je dis au niveau des joutes verbales, pas réellement au niveau de la confrontation intellectuelle. Enfin, pas trop, quoi. Mais Onfray, écoute, dans les penseurs médiatiques contemporains, je pense qu'il est le moins mauvais. Je n'en connais pas d'autres. Je parle des gens, bon, par exemple, j'ai plus de préférence pour Asselineau, pour Chevènement, mais je n'appelle pas ça des penseurs médiatiques. Dans les penseurs médiatiques, je ne vois pas très bien qui je mettrai en avant. Alors évidemment, ce qui est intéressant, quelqu'un m'a fait remarquer ça récemment, c'est que Léa Salamé a dit à Onfray que l'orthodoxie, que la pensée unique était en train de s'inverser. Et j'ai encore un article d'Alain Duhamel aujourd'hui qui dit que le nationalisme, c'est l'idéologie dominante, etc. Ce qui est vrai, c'est que sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, etc., on voit une inversion. C'est-à-dire que tous les commentaires, maintenant, ils vont être pour Poutine, on attaque Poutine, il va y avoir des commentaires pour Poutine. Il y a même des articles dans le Figaro qui disent comment se fait-il que les commentaires sont pour Poutine. Il va y avoir des commentaires contre la politique d'ingérence, contre Israël, contre BHL. Enfin, je veux dire, on voit qu'on vit un changement d'époque. Moi, j'ai vécu le changement d'époque au moment où les nouveaux philosophes sont arrivés au pouvoir, et maintenant, on vit un autre changement d'époque. Les nouveaux philosophes, c'est fini. Enfin, il y a longtemps qu'ils sont plus nouveaux, mais cette idéologie est terminée. Cette idéologie de l'Europe, d'anti-patriotisme, d'anti-souverainisme, de la globalisation heureuse, tous ces trucs-là, c'est en train de s'effondrer. La question de mon point de vue, c'est par quelle porte va-t-on en sortir? C'est-à-dire, est-ce que cette sortie va profiter à l'extrême droite ou à ce qu'on appelle l'extrême droite ou pas? Moi, je ne le souhaite pas. Mais évidemment, les gens qui disent que ça fait le jeu de l'extrême droite font exactement la même chose que les communistes des antan, ont fait le jeu de l'extrême droite en nous critiquant, mais finalement, il y a des gens qui les ont critiqués. Et donc, ils font exactement la même erreur qui consiste à refuser la discussion et à simplement répondre, vous faites le jeu de l'extrême droite. Mais leur position est en train de vaciller. Et c'est précisément parce qu'ils s'accrochent à cette position et qu'ils refusent de discuter de leur position, éventuellement de comment en sortir de l'impasse dans laquelle ils nous ont mis avec la construction européenne et tout ça, qu'ils font le jeu de l'extrême droite. C'est eux qui le font, parce qu'ils ne laissent comme porte de sortie que l'extrême droite. Ils ne laissent pas de porte de sortie, disons, d'un souverainisme, on va dire, démocratique ou progressiste ou quelque chose comme ça, ou d'une véritable sortie, enfin, d'une attitude, je vais dire, différente par rapport à la mondialisation que la solution néolibérale, néoconservatrice, etc. Et ça, évidemment, c'est ça, pour moi, c'est ça le problème de notre temps. Mais c'est vrai, ce que disait Léa Salamé, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une espèce d'idéologie dominante à Libération, au Nouvel Observateur et tous ces journaux-là, Canal+, ces trucs-là, mais c'est en train de s'effondrer.
Mais ça se voit déjà dans leur vente. Si on coupait les subventions à tous ces journaux-là, demain, Ah oui, ça c'est vrai. Déjà, ils fermeraient boutique, mais on voit qu'ils n'ont plus la cote du public et que ce genre de discours ne passe plus. Mais évidemment, est-ce que ça veut dire qu'il est souhaitable que la solution... Bon, moi comme j'ai déjà dit dans d'autres interviews, quelqu'un que je trouve très intéressant et bon, dans lequel j'ai un certain espoir, c'est Corbyn en Angleterre, parce que Corbyn est critique au moins à l'égard de certains aspects de ce discours, peut-être pas tous, mais certains, en tout cas celui des guerres perpétuelles. Et alors, bon, si lui pouvait être entendu, ou si lui, mais tu vois, le problème c'est qu'ils vont tous le saboter. À l'intérieur de son parti, ils vont essayer de le saboter. Je suis presque sûr qu'il y a des menaces de mutinerie dans l'armée. Oui, je sais. Oui, alors ça c'est intéressant aussi, parce que maintenant, ça c'est très intéressant de voir ça. Je crois que je vais écrire un article là-dessus, mais je veux dire, il y a des mutineries, des menaces. On dit, le type est inéligible. Mais s'il est élu, il y aura un coup d'État. Alors, c'est déjà Allende, c'est avant. Allende, on l'a pas annoncé. On annonce le truc d'Allende longtemps avant qu'il soit élu. Et en disant qu'il est inéligible. Évidemment, s'il y a une menace de coup d'État, forcément, il est inéligible. Donc, c'est intéressant de voir qu'un type qui tape sur le militarisme, et jusqu'à un certain point, mais de façon très limitée, sur des profits, certains profits capitalistes, certains, pas tout, il ne veut pas tout nationaliser, ni rien du tout, mais il est une menace. Mais la gauche bobo, comme je l'appelle, ou écolo bobo, elle n'est une menace pour personne. Il n'y a jamais personne qui va faire un coup d'État parce que vous défendez l'art contemporain, la psychanalyse, les médecines douces, l'agriculture bio, la lutte contre le changement climatique, l'accueil des réfugiés, l'ouverture des frontières, la construction européenne, et tutti quanti, ou les guerres humanitaires. Or, tout ce que je vois être la gauche aujourd'hui, et même la gauche dite radicale, c'est tout le temps sur ces thèmes-là qu'ils s'agitent. Or, sur ces thèmes-là, ils ne sont jamais menacés d'un coup d'État. Il n'y en a aucun, parce qu'il y a presque une continuité avec l'État sur certains de ces thèmes. Et donc, il y a une espèce de paradoxe où on a une gauche qui se croit radicale ou qui se croit subversive, et le seul type qui est menacé d'un coup d'État, c'est Corbyn, parce que Corbyn pose des questions qu'on ne pose jamais, particulièrement sur la guerre et la paix. Ok. Eh bien, Jean Bricmont, je vous remercie d'avoir donné à l'agence Info Libre cet entretien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Le connard là, DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.